Les lundis d'histoire, Philippe Le Villain. Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour. Le 11 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan, à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. On aura compris que l'émission de cet après-midi est consacrée à Napoléon Bonaparte. Jean Tullard, bonjour. Bonjour. Je vous remercie d'abord d'être venu, mais je pensais en vous conviant à cette émission qui est un tête-à-tête, à cette phrase du cardinal Gérieux à Herriot au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Herriot, c'est la foire et la foire c'est Herriot, parce que Gérier avait dit « Gérier c'est l'église et l'église c'est Gérier ». Alors, je veux dire que Napoléon c'est Tullard et Tullard c'est Napoléon. Non, c'est un grand honneur que vous me faites. Alors, il est clair que on va parler de Napoléon, des institutions d'ailleurs qui appuient votre démarche historique, qui est une démarche historique de longue date, puisque vous publiez votre premier ouvrage sur Napoléon en 1964, l'Anti-Napoléon, qui est rédigé chez Gallimard en 1973. Alors, l'émission d'aujourd'hui tourne autour de votre dernier livre, Napoléon, chef de guerre, et il a été publié chez Talandier avec l'appui des éditions Fayard. Donc, on va partir de là. Mais je voudrais dire quand même, il va être le dictionnaire Napoléon tout seul, le dictionnaire Napoléon, qui d'ailleurs n'arrive que très tard, puisqu'il arrive en 1988, et que, s'il me semble, l'Institut Napoléon est fondé en 1887. Je me trompe ou pas? Alors, l'Institut Napoléon... En 1832. Oui, a été fondé par Édouard de Riot, qui avait une œuvre importante, qui n'était pas du monde universitaire, et qui avait une action importante. Il voulait faire revenir les cendres du roi de Rome à Paris. Et il avait créé l'Institut Napoléon, un peu comme moyen pour faire revenir ces cendres du roi de Rome. Et il n'y a pas réussi. C'est Hitler qui nous a restitué les cendres de l'Aiglon, qui a été une cérémonie symbole de la collaboration. Et du coup, Édouard de Riot s'est retrouvé classé comme collaborateur, victime de ce qu'il n'avait jamais demandé. Il n'avait jamais demandé à Hitler de faire revenir les cendres. Et du coup, l'Institut Napoléon a basculé. Et d'entreprise un peu hagiographique, elle est devenue universitaire, puisque le successeur de Riot a été Philippe Sagnac, qui était professeur à la Sorbonne. Ah, oui, et donc Sagnac a été le premier président après Riot, puis Sagnac a eu comme successeur à la Sorbonne Marcel Dunant, qui fut de l'Académie des sciences morales et politiques, et ça a été ensuite mon tour quand Dunant a passé la main, et actuellement c'est Jacques-Olivier Boudon qui est mon successeur en Sorbonne. Donc l'Institut Napoléon, au départ entreprise hagiographique, est devenu une entreprise scientifique rigoureuse, se démarquant évidemment du souvenir napoléonien qui lui est consacré à entretenir la mémoire de Napoléon. Alors, Jean Tullard, vous avez une passion pour Napoléon. J'ai intitulé cette émission Passion Napoléon. D'où vous vient-elle? Bon, je crois que vous le dites dans une émission où on interroge les historiens les uns après les autres de façon privée. Mais l'intérêt est de savoir pourquoi, à un moment donné de votre vie, puisque vous avez aussi écrit sur la Révolution, en fait, Napoléon, fils de la Révolution. La phrase, je crois, je ne sais plus à qui elle est attribuée, c'est beaucoup d'être à la fois une garantie révolutionnaire, un principe d'autorité et une loi nationale. Et je ne sais plus de qui elle est. J'ai cherché ce matin. Je crois qu'elle est de Thiers. Elle est de Thiers, je crois. Oui. Alors, voilà, effectivement, une synthèse. Alors, garantie et principe révolutionnaire, principe d'autorité, et loi nationale, qui est au fond, c'est une loi nationale qui permet la synthèse des deux autres. Oui. Alors pourquoi, puisque vous me posez la question, que nous sommes sous le signe de la passion, que je récuse, pourquoi suis-je un passionné de Napoléon? Un historien doit être froid
j'ai toujours dit, il doit poser sur son sujet le regard que pose Valmont sur la femme qu'il va séduire. S'il en tombe amoureux dans l'entreprise de séduction, c'est perdu. Il n'aura plus, la conquête n'aura plus de sens. Donc, je me défends d'être passionné de Napoléon, et même si j'ai écrit un dictionnaire amoureux de Napoléon, en réalité, Napoléon m'intéresse parce qu'il recoupe tous les sujets qui, eux, me passionnent. Car, au fond, Napoléon, j'y viens par le cinéma. Oui. N'oubliez pas que c'est le personnage le plus porté à l'écran après Jésus, mais Jésus est fils de Dieu, donc ils ne sont pas tout à fait dans la même catégorie. Il y a des problèmes de visage. Oui, et devant, et de tenue. Et devant Richelieu, mais le grand cardinal triche, parce que pourquoi on voit tant Richelieu à l'écran? C'est à cause du roman Les Trois Mousquetaires, qui est l'un des romans les plus adaptés au cinéma, et par conséquent, on voit tout le temps Richelieu, mais il est quand même loin derrière Napoléon. Donc un cinéphile ne peut pas ignorer Napoléon. Un lecteur de romans policiers, et j'écris un dictionnaire du roman policier comme j'ai écrit un dictionnaire du cinéma, ne peut pas ignorer Napoléon. C'est le personnage historique le plus évoqué dans le roman policier. Songez que Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, en avait assez de raconter les aventures de Sherlock Holmes. Il avait un héros qu'il admirait, c'était le brigadier Gérard, qui était un soldat des armées napoléoniennes. Et Conan Doyle était fasciné par Napoléon, et il s'est empressé à un moment donné de faire mourir, dans une chute où il est entraîné par Moriarty, de faire mourir Sherlock Holmes, pour enfin se consacrer uniquement au brigadier Gérard et évoquer cet opiumane, ce détective scandaleux. Non, on faisait des choses sérieuses. Donc, vous voyez, je prends l'exemple de Conan Doyle, mais dans la littérature anglo-saxonne, John Dickson Carr aussi. L'époque napoléonienne, c'est une mine, je le dis pour ceux qui auraient envie d'écrire des romans policiers, parce que c'est l'époque de Fouché. Oui. L'époque de la police. Vous avez d'ailleurs écrit à Fouché. Oui, c'est l'époque des attentats contre Napoléon. Plus nombreux qu'on ne croit, d'ailleurs. Plus nombreux qu'on ne croit. Le record... Il y a des espèces de baraka. Oui, le record, c'est Louis-Philippe. C'est le souverain qui a... J'ai fait la statistique, car j'ai fait aussi une thèse sur la préfecture de police sous la monarchie de Juillet. C'est Louis-Philippe qui arrive en tête. Ensuite, c'est Henri IV. Ensuite, c'est Napoléon. Et ensuite, c'est De Gaulle. C'est le carré d'as, enfin, pour les attentats. Et 2 sur 4 ont échappé. Oui, 2 sur 4 ont échappé. Vous voyez que les attentats, les auteurs d'attentats. Alors, c'est aussi l'époque napoléonienne, le début de Vidocq. Vidocq est embauché par la préfecture de police, par un type extraordinaire qui dirigeait ce que nous appelons aujourd'hui la police judiciaire, qui dirigeait donc ce service et qui avait débuté sous la lieutenant générale, qui avait une mémoire prodigieuse. Il savait reconnaître, quand on lui décrivait un casse, comme nous dirions aujourd'hui, c'est-à-dire un vol par effraction, eh bien, il savait reconnaître la méthode des voleurs. Oui. Et c'était extraordinaire. Et alors qu'il était infirme, il ne bougeait pas, mais il avait l'esprit de déduction, et c'est lui qui a probablement inspiré un certain nombre de personnages qui vont suivre ensuite, comme Monsieur Lecoq de Gaboriau, et puis Sherlock Holmes. Donc, il y a ça. Et Henri, ayant le sentiment que il ne pouvait pas se déplacer, qu'il ne pouvait pas arrêter des voleurs, et qu'au fond, ses indicateurs étaient très médiocres, a eu l'idée d'embaucher d'anciens bagnards. Et c'est ainsi qu'il embauche Vidocq, expliquant qu'on ne fait pas une bonne police avec des enfants de cœur, évidemment. Et Vidocq a fait tomber un certain nombre de malfaiteurs grâce à Henri. Et puis, il y a aussi, cette période est fabuleuse, il y a aussi Schulmeister, les espions, le premier James Bond. Donc vous voyez que... Avec moyen technique. Ah oui. Donc vous voyez que cette époque est très riche en sujet de romans policiers. Et d'ailleurs, je recommande
à nos auditeurs la lecture des mémoires tirées des archives de la police de Peuchet, qui est un contemporain de Napoléon. Il y a sa notice dans mon dictionnaire, qui a été notamment un temps archiviste de la préfecture de police et qui a écrit toute une série, ce qu'il appelle des mémoires. Ce ne sont pas ses souvenirs, ce sont des mémoires sur des affaires criminelles qu'il raconte. Et c'est extraordinaire, on ne peut pas vérifier puisque les archives de la préfecture de police sont brûlées en 1871. Donc tout ce qu'il raconte est pain béni. Et si j'insiste sur Peuchet, et si j'insiste pour ceux d'entre nos auditeurs qui auraient envie d'écrire des romans policiers, c'est que quelqu'un les a précédés, c'est Alexandre Dumas. C'est dans Peuchet qu'il a puisé l'histoire du comte de Monte Cristo. Alors Jean Tullard, on a beaucoup dit, et je crois que c'est vrai, que vous avez réinventé le dictionnaire, en particulier le dictionnaire biographique, puisque tout tourne autour de Napoléon, ça c'est le pivot, tout tourne autour de la famille de Napoléon, la cour napoléonienne, mais aussi vers le moindre soldat, j'exagère un peu, mais à peine, à sa fiche, et au pied de sa fiche, et même de la bibliographie. Alors c'est un travail de titan. Après vous, sont venus d'autres dictionnaires sur d'autres personnes, puis dictionnaires de la littérature. On a dit que c'était l'histoire en miettes. Vous, ce ne sont pas des miettes, je dirais, c'est une forme d'appréhension de tout ce qui a pu être dit ou vécu ou qui est possiblement repérable sur Napoléon. Alors, c'est un travail de titan, il n'y a pas de doute. Après, vous avez fait le dictionnaire du Second Empire, qui est la version, je dirais, du neveu. Et alors, comment est-ce que vous avez repéré ce matériau immense que vous avez brassé avec des collaborateurs, certes, enfin, tout avec les collaborateurs, mais il faut un directeur. Alors, le dictionnaire Napoléon, ça a été au départ, mes élèves voulaient m'offrir des mélanges. À la Sorbonne et dans les universités, on offre à un maître tout à coup des mélanges. Ces mélanges, c'est une véritable catastrophe. C'est épouvantable dans la mesure où bien les gens chargés de participer à ces mélanges sortent de leur tiroir un article qu'ils n'ont jamais pu caser ailleurs parce qu'aucune revue n'en voulait, ou véritablement se défilent, ou alors on est forcé de mettre des articles du maître parce qu'on n'en a pas assez. Bref, alors il m'a semblé, quand on m'a sollicité, qu'un dictionnaire Napoléon serait mieux. C'est-à-dire qu'on disait à un tel, vous allez faire telle notice, un autre telle notice. J'ai eu 200 collaborateurs avec chaque fois le spécialiste de la période. Ce qui ne signifie pas qu'il n'y ait pas des erreurs. Il y a tout le temps des erreurs et on s'est aperçu, mais trop tard, quelques-unes. Bon, c'est inévitable. Le dictionnaire Napoléon est une sorte d'instrument de travail dans la mesure où il recoupe non seulement toutes les institutions, mais tous les préfets, tous les conseillers d'État, tous les députés du corps législatif. Bref, c'est une sorte de bottin mondain de l'époque napoléonienne, en même temps qu'un dictionnaire, qu'un bottin administratif avec les institutions, alors toutes les batailles, bien entendu. Bref, c'est un ouvrage de référence indispensable. Je dois avouer que, puisque vous m'avez fait l'honneur de me qualifier de sorte de souverain du dictionnaire, de roi du dictionnaire, que le dictionnaire est un genre qui est en train de mourir. Nous représentons dans ces missions que vous animez une culture. Cette culture, elle est anéantie par Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vous dis Dubois, qui fut préfet de police de Napoléon, bon, vous n'avez plus besoin de vous référer à mon dictionnaire, vous avez une espèce de tablette lumineuse, vous cliquez du DUBOIS et vous voyez arriver toute une liste de Dubois, parmi lesquels vous découvrirez le préfet de police de Napoléon. Bref, les dictionnaires sont morts, et sont d'autant plus morts qu'un dictionnaire, c'est encombrant. Mon dictionnaire Napoléon est gros, alors que là, vous voyez, vous n'avez qu'une tablette que vous avez dans votre poche, et fini. J'ai fait un dictionnaire du cinéma, dont un dictionnaire des acteurs. Jean Topard vient de mourir, il n'est pas mort. Je prends l'un des derniers, il n'est pas mort dans mon dictionnaire. Tandis que il y a des sites cinématographiques où c'est tout de suite mis à jour. Bref, le dictionnaire en tant que livre est un genre qui a périclité, et je n'irai pas quand même jusqu'à demander à nos auditeurs
de m'envoyer la somme symbolique d'1 € pour me permettre de continuer à vivre. Mais enfin bon, on ne fait plus fortune avec un dictionnaire. Cela dit, il y a aussi le plaisir du livre et d'avoir dans ce livre, on se dit, ils sont tous là. Enfin, presque tous. On n'arrive jamais à être exhaustif, mais ils sont tous là. Pas les 2 500 000 soldats de la Grande Armée. Alors là, vous m'avez fait froid dans le dos quand vous avez dit, il y a jusqu'au simple soldat. Oh non, Parce que c'était très redoutable ce que vous avez dit là. En effet, presque tous les jours, dans mon courrier, je trouve une demande de renseignements sur Napoléon. C'est d'ailleurs pourquoi je n'ai pas de mail, car là, je serais vraiment submergé. Parce que écrire, ça signifie qu'il faut prendre une enveloppe, un timbre, aller à la poste, poster la lettre, et puis comment va-t-on commencer ? En mail, c'est bonjour. Bonjour. Là, est-ce qu'on va dire monsieur le professeur, maître, vieux con, bref, point virgule, bon, on ne sait pas. Mais je reçois des lettres du genre « Mon ancêtre, Ernest Dupont, a combattu dans les armées napoléoniennes. Je voudrais savoir à quelle bataille il a participé et quand il est mort, s'il est mort au combat, etc. » Comment voulez-vous ? Si c'est un officier, vous les trouvez, les dossiers des officiers sont au CHAT, au service historique, à Vincennes, de l'armée de terre. Donc vous les trouvez, mais bon, alors je renvoie, mais si c'est un simple soldat, et vous avez des questions du genre aussi, les guerres napoléoniennes, quelle a été l'influence du décalage horaire sur les campagnes de Napoléon ? Bon, il est évident que c'est un décalage horaire tout à fait insignifiant, ça fait 2 heures, en mieux pour la Russie. Bref, c'est constamment des questions que l'on m'adresse et auxquelles je réponds toujours poliment. La lettre que je reçois une fois tous les 3 mois, c'est « Monsieur, vous avez écrit un livre sur Sainte-Hélène. Or, vous ne parlez pas de mon ancêtre, qui était à Sainte-Hélène. Je vous en adresse la preuve, car mon ancêtre a eu la médaille de Sainte-Hélène. » Et alors là, je m'attends une lettre toute faite. Là, j'explique que Napoléon Ier à Sainte-Hélène avait dit qu'il souhaitait que furent récompensés ses anciens soldats, et c'est Napoléon III qui a réalisé ce vœu en établissant une médaille, dite médaille de Sainte-Hélène, qui était décernée à tous les survivants, nous sommes sous le Second Empire, des guerres de la Révolution et de l'Empire. Ce qui fait qu'il y a eu encore plusieurs milliers de médailles de Sainte-Hélène qui ont été distribuées, et les gens, les familles, les ont gardées. Et donc, quand elles voient ce diplôme, quand elles voient cette médaille, elles disent « Ah ben oui, c'est que mon ancêtre était à Sainte-Hélène. » Alors Jean Tullard, on va en venir à votre dernier livre, Napoléon, chef de guerre. Napoléon est un grand tacticien, il a le sens de la manœuvre, vous expliquez très très bien tout au long qu'il a un peu de génie, il a même à contrarier, à modifier une extrémiste, genre Austerlitz, le plan qui se préparait, et qu'il est très près de ses soldats. Cette proximité suscite d'ailleurs un enthousiasme qui, jusqu'en tout cas à la guerre de Russie, est inébranlable. Vous parlez, dites qu'en tout, vous avez un tableau, naturellement, vous avez des cartes aussi, et c'est passionnant, qu'en tout, il aura mobilisé 2,5 millions de soldats. En tout. En tout, oui, en tout. C'est en comptant, il y a les contingents étrangers. N'oubliez pas que ce qu'on appelle la France, c'est l'Empire, et que il y a les départements italiens, il y a les départements de la rive gauche du Rhin, et il y a la Belgique, il y a la Hollande, il y a les villes de la Hanse, bref, plus les alliés, les souverains vassaux. Il y a le royaume de Naples, le royaume d'Italie, il y a la Westphalie. Bref, tous les royaumes envoient des contingents. De là, cette armée de la campagne de Russie, de 500 000, 600 000 hommes, qui est une armée extraordinaire, puisque toute l'Europe y est représentée. Il y a même des Espagnols et des Portugais. Bref, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est ce qui fait à la fois
la force et la faiblesse de Napoléon. C'est que quand il débute dans ses campagnes, c'est la première campagne d'Italie, il a une armée très peu nombreuse, avec laquelle il a le contact, qui est presque une bande. Et c'est là qu'il forge ses liens avec les soldats. Et c'est là aussi qu'il invente la propagande. Car Napoléon est le maître absolu de la propagande. En effet, il remporte des victoires en Italie. Vous avez évoqué en ouverture la Chartreuse de Parme et effectivement l'entrée dans Milan. Certes, c'est glorieux, mais les batailles de Lodi, Rivoli, Arcole sont des petites batailles. C'est pas Stalingrad, c'est même pas Austerlitz. Ce sont des petites batailles. Mais Bonaparte, avec le butin de guerre, crée des journaux. La presse est mobilisée en faveur de ses exploits. C'est le courrier de l'armée d'Italie, c'est la France vue de l'armée d'Italie, c'est le journal de Bonaparte et des hommes vertueux. Titre admirable. Et dans ces journaux, on exalte Bonaparte. Bonaparte, je cite, c'est lui qui écrit d'ailleurs, Bonaparte vole comme l'éclair et frappe comme la foudre. Il le fera en 1814. Oui, et donc on voit que les victoires de la première campagne d'Italie sont magnifiées par Bonaparte. Ensuite, quand il a la Grande Armée, il crée le bulletin de la Grande Armée. Le bulletin de la Grande Armée est le récit de la bataille, à chaud, tout de suite après la bataille. Napoléon réunit son état-major et on dresse le récit de la bataille, communiqué de guerre. Ce communiqué de guerre est très important parce qu'il est destiné aux soldats. Napoléon leur explique la bataille, parce que le soldat, revenons toujours à la Chartreuse de Parme, ne sait pas très bien ce qui s'est passé, c'est Fabrice à Waterloo, donc il ne sait pas. Et donc, le bulletin de la Grande Armée lui explique et valorise les exploits individuels ou les exploits de régiment. Un peu arrangé, quelquefois dans l'armée, on dit menteur comme un bulletin, parce que c'est un peu arrangé. Déjà, c'est important pour l'armée, mais c'est ensuite envoyé en France. C'est envoyé à l'arrière, comme l'on dit. Et dans les plus petits villages, dès que le bulletin paraît, le garde champêtre roule son tambour et on affiche le bulletin de la Grande Armée. Et le bulletin de la Grande Armée est lu obligatoirement dans les églises. Au moment du prône, le curé lit le bulletin de la Grande Armée. Dans les lycées, on le lit. Et je cite, et je m'inspire de Vigny, qui le dit dans Servitude et grandeur militaire, qui est façonné par ces bulletins de la Grande Armée. Alors vous voyez dans une classe, le cancre est là, il est au tableau, et il doit expliquer le théorème de Pythagore. Alors bien entendu, il dit le théorème, il gagne du temps, espérant le roulement de tambour qui mettra fin, et qui permettra la récréation. Il gagne du temps, mais la récréation est loin. Et tout à coup, au moment où il va être forcé de rendre les armes et dire qu'il ne sait pas, la porte s'ouvre, le proviseur paraît, avec le bulletin de la Grande Armée qu'il lit. Alors toute la classe se dresse et hop, le théorème de Pythagore est oublié. À la Comédie Française, Talma commence. Oui, c'est Agamemnon, c'est ton roi qui t'éveille. On reconnaît la voix qui frappe à ton oreille. Et à ce moment-là, le régisseur agite le bulletin de la Grande Armée et Talma interrompt Iphigénie pour lire le bulletin de la Grande Armée. Voyez l'impact de la propagande militaire qui va ensuite se poursuivre avec des monuments. La victoire est inscrite dans le monument, colonne Vendôme, arc du départ, la colonne Vendôme, dit les grands. Oui, donc c'est ça. Le génie de Napoléon, c'est de magnifier la guerre et d'associer toute la nation. Il y a un très joli tableau de Boilly, famille lisant le bulletin de la Grande Armée. Ils sont tous là. Ils ont une carte, ils lisent le bulletin, ils rapportent sur la carte, sauf dans un coin, deux amoureux que cette guerre laisse indifférente et qui se livrent à une autre stratégie. Mais en fait, le bulletin de la Grande Armée, les bulletins
de chaque victoire, chaque guerre, ça relaie la télévision, ça anticipe sur ce qu'est la télévision. C'est-à-dire que ça donne à Napoléon une figure quasiment nationale, grâce à l'information, qui fait qu'on peut comprendre pourquoi le bonapartisme, et donc la victoire de Napoléon III, sera assez facile, parce que c'est un nom connu. Ah, c'est un nom connu. Lorsque va arriver l'élection de 1848, la première élection au suffrage universel, car je rappelle avant nos auditeurs qu'on votait au système censitaire. Seuls ceux qui payaient l'impôt et un certain taux d'impôt votaient. À 75%. Donc, c'était dans des collèges électoraux. Là, les 48ards ont voulu, et ils ont creusé leur propre tombe, parce que le suffrage censitaire était raisonnable, le suffrage universel l'est moins, et donc ils ont créé leur propre tombe en décrétant que le président de la République, la nouvelle République, serait élu au suffrage universel. Alors, les candidats qui se sont présentés, Cavaignac, personne n'était excité par Cavaignac, qui en plus avait brisé le mouvement ouvrier de juin 48. Il y avait Raspail, mais il n'avait pas encore son boulevard, donc ça ne disait absolument rien. Il y avait Lamartine, mais dans les campagnes, on disait « Ouh, Lamartine, c'est une femme !» Et on ajoutait, parce qu'il y avait un autre candidat, c'est la femme de Ledru-Rollin, qui était l'autre candidat. Bon, alors vous voyez, Raspail, Lamartine, Ledru-Rollin, Cavaignac, tout ça. Et puis, Louis-Napoléon Bonaparte. Alors là, vous voyez, il a été élu au taux de succès. Seul Jacques Chirac, dans sa réélection, l'a légèrement dépassé. Oui, tout à fait. Alors, je veux revenir à un autre aspect dans votre livre sur Napoléon chef de guerre, c'est la stratégie. Austerlitz, effectivement, est un coup de maître, parce qu'en réalité, le brouillard se lève alors que c'est inattendu, et qu'il change de stratégie au milieu du jour. Austerlitz, c'est extraordinaire, parce que c'est la bataille qui devait être perdue par Napoléon. Que se passe-t-il? Vous avez à Austerlitz le plateau de Pratzen, où ont pris place les forces austro-russes, avec des généraux comme Kutuzov, les forces austro-russes qui sont supérieures en nombre à Napoléon. Nous sommes en ce qu'on appelle la Tchécoslovaquie, nous sommes loin des bases françaises. Napoléon n'a qu'une armée inférieure en nombre et il est au pied du plateau, c'est-à-dire dans une position d'inférieure. S'il lance l'assaut contre le plateau, il va être écrasé parce que le dispositif austro-russe résistera parfaitement et donc il va essuyer de très lourdes pertes. Donc, en principe, c'est le désastre. Et c'est là où l'on voit que la stratégie napoléonienne est une stratégie de joueur de poker et pas du tout d'échecs. D'ailleurs, Napoléon n'était pas bon aux échecs, il n'était pas plus qu'au billard d'ailleurs. Mais en revanche, s'il y avait eu le poker, là, il aurait certainement réussi. Donc, Napoléon, au pied de plateau de Pratzen, fait mine, tout à coup, ayant le sentiment de l'infériorité numérique de ses troupes, de battre en retraite. Il ne va pas attaquer le plateau de Pratzen, alors que tout semblait se préparer à cet affrontement. Il fait mine de préparer, dans la nuit du 1er au 2 décembre, son départ, et même, il dégarnit son aile droite. Mais il la dégarnit terriblement. Ce qui fait que les Austro-Russes, qui sont dans une position de force sur le plateau, disent « Ah, c'est bête, il ne nous attaque pas, il va même battre en retraite alors qu'on allait l'écraser, Et puis, regardez, il n'est pas fort. Regardez, il a complètement dégarni son aile droite. Si on descendait du plateau de Pratzen pour lui enfoncer son aile droite et lui couper la retraite. C'est la tentation. Mais vous voyez très bien ce qui va se passer. Si les Austro-Russes, qui étaient dans une position de force défensive, descendent du plateau de Pratzen, ils sont beaucoup plus vulnérables. Et surtout, s'ils se mettent en mouvement pour descendre du plateau de Pratzen, ils vont présenter le flanc à une attaque du plateau, au lieu d'être face à celui qui va lancer l'offensive. Donc ils sont très facilement enfonçables.
Au matin du 2 décembre, alors que la brume a masqué tous les mouvements de Napoléon, qu'on croit qu'il a commencé à se retirer du pied du plateau de Pratzen, lorsque se lève le soleil, dit le fameux soleil d'Austerlitz, Napoléon, qui regarde à la lunette le plateau de Pratzen, voit que les Austro-Russes sont tombés dans le piège, ils sont en train de descendre du plateau pour aller attaquer Davout, et bien entendu, ils pensent surprendre Davout, mais Davout, précisément, les attend de pied ferme, sachant ce qu'ils vont faire, et qu'il ne sera donc pas surpris. Et c'est à ce moment-là qu'il y a probablement une des plus belles pages de la littérature, qui est Tolstoï. Tolstoï qui évoque dans Guerre et Paix ce moment où il se dégage le soleil d'Austerlitz, et dit Tolstoï, l'empereur vit que sa manœuvre avait parfaitement réussi, il enleva son gant, c'était le signal de l'attaque. Et effectivement, Lannes, Murat, Ney, Soult vont enfoncer le dispositif austro-russe. Ainsi, les Russes sont tombés dans un piège. Mais si ils avaient écouté Kutuzov, s'ils n'étaient pas tombés dans le piège, c'est probablement Napoléon qui aurait finalement été battu. Alors, dans ce livre, qui est très aisé à lire, parce qu'il est précis à la fois et en même temps narratif, ce qui est très important, sur un sujet qui quand même est difficile, parce que vous parlez de stratégie, de tactique, de finance, vous parlez même des désaccords qu'il y a entre les généraux, oui, les promotions, les anoblissements, parce qu'il y a toujours, grâce à la guerre, de cette noblesse d'empire, oui, qui ne sera jamais rattachée à la noblesse d'Ancien Régime, sauf par mariage. Et par le Jockey Club. Et par le Jockey Club. On voit très bien que c'est au fond le double du Napoléon. C'est-à-dire, dans Napoléon, il y a deux personnages. Il y a le législateur et le guerrier. Oui. Et il y a la fameuse histoire des décrets qu'il prenait à Moscou, sur lesquels Jean-Pierre Leroux va lire un texte. Donc le décret de création de la Comédie Française à Moscou. Donc vous dites qu'il est faux, d'ailleurs. Il est faux, c'est de la propagande. C'est chaque fois pour montrer que Napoléon sait manipuler l'opinion. Il prend toujours une décision dans une ville, une décision importante dans une ville qu'il vient de prendre. Par exemple, le décret instituant le blocus continental, c'est le décret de Berlin. Eh bien, le décret instituant la Comédie Française, c'est le décret de Moscou. Ce qui montre que à Moscou, il est maître de lui comme de l'univers, dirait son auteur favori, et il a le temps de signer la réorganisation de la Comédie Française. Or, il y a des recherches qui ont été faites par un conseiller d'État, Sauvel, qui a repris tout le dossier et qui a montré qu'en réalité, c'était à Paris, tout s'était fait. Enfin, mais il a daté son décret de Moscou. Est-ce que Napoléon a passé autant de temps à l'extérieur que Charles Quint ? Ah, le règne est moins long. Le règne est moins long. Donc là, on ne peut pas calculer en jours. Mais effectivement, ce qui est fascinant, c'est ces personnages qui passent leur vie à cheval, parce que qui a une résistance physique exceptionnelle, parce qu'aujourd'hui, nos chefs d'État qui se déplacent d'une voiture à l'aéroport, ils montent dans un avion avec un tapis rouge, ils se retrouvent avec un bar, etc., puis ils redescendent. Enfin, les conditions de voyage, la preuve c'est que c'est très recherché par les journalistes et par les personnalités. À l'époque de Napoléon, il est ou à cheval ou dans sa fameuse voiture qu'on a exposée au musée de la Légion d'honneur. La berline. On va dire deux mots. La berline de Napoléon, en fait, c'est un musée ambulant. Oui, vous avez tout. Ce qui vous montre le génie organisateur de Napoléon. Napoléon ne lance pas une campagne, c'est ce que j'explique dans ce livre, je montre comment il se lance pas comme ça. On ne va pas partir, envoyer des troupes au Mali, hop, comme ça. Ça se fait pas comme ça. C'est préparé. Il sait exactement les effectifs des adversaires, parce qu'il a des livrets. Il travaille avec des livrets où il y a tous les régiments, l'emplacement des régiments, et c'est modifié au fur et à mesure des renseignements, mais ça va moins vite qu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas, malheureusement... Alors là, Napoléon, aujourd'hui, je peux vous dire qu'au Mali, il ne resterait plus rien à dépendre, tout aurait été liquidé rapidement, parce que c'est parfaitement préparé, on sait, et quand les Russes ont saisi des papiers de l'état-major lors de la retraite de Russie en 1812, ils ont été épatés parce que les renseignements qu'avait Napoléon sur certains effectifs des armées, Barclay-de-Tolly et Bagration, étaient exacts. Pourquoi ? Parce qu'il a des espions, Schulmeister. Parce qu'il utilise les ambassadeurs comme des espions.
Et les ambassadeurs recueillent toute une série d'informations. Il paie des gens dans les villes pour savoir, quand les régiments paradent ou les confidences des officiers, il arrive à rassembler une masse énorme de renseignements sur l'ennemi. Et lui-même sait de combien de troupes il dispose, il sait de combien d'argent il dispose. Car, il faut dire une chose, les guerres napoléoniennes n'ont pas coûté à la France. À l'Angleterre, donc. Donc c'est très cher. L'Angleterre qui a dû emprunter. Elles n'ont pas coûté à la France. Pourquoi ? Parce que Napoléon pose comme principe que la guerre paie la guerre. La guerre, et j'explique dans ce livre, avec des chiffres, a ce qu'on appelle le domaine extraordinaire. Le domaine extraordinaire, c'est un budget affecté à la guerre et affecté à certaines récompenses que Napoléon donne à ses soldats. C'est un budget qui est alimenté par les conditions financières, chaque fois très dures, imposées aux vaincus. Ce sont des sommes énormes que Napoléon impose à l'Autriche après la défaite d'Austerlitz. La Prusse doit payer des sommes énormes. C'est déjà des budgets de 70. Oui. C'était normal à l'époque, d'ailleurs. Et donc, ces sommes énormes ne vont pas dans le budget normal, ils vont alimenter le domaine extraordinaire. Et c'est dans le domaine extraordinaire que Napoléon puise ses ressources. Donc il sait combien il va avoir à dépenser. Et puis enfin, une partie de l'armée vit sur le pays. Parce que malgré tout, l'intendance Daru est très bien, mais enfin, l'intendance n'a pas toujours très bien marché. Je ne veux pas non plus vous présenter une guerre idyllique, merveilleuse, où tout est prévu, tout est financé. Non, il y a quand même, n'exagérons rien, nous ne sommes pas à une époque moderne avec des téléphones, des télétypes, des ordinateurs. Et des satellites. Et des satellites, non, n'exagérons rien. Mais pour l'époque, c'est un immense progrès. Alors, Jean, tu l'as refait litière d'une expression qui passe au proverbial sur la Bérésina. Quand on dit d'une catastrophe qu'elle est absolument comparable à d'autres grandes catastrophes, on parle de la Bérésina. Donc, oui. Et alors, vous avez fait un jour une intervention brillante, comme toujours, enfin, il est solide, sur le fait que la Bérésina n'est pas une défaite. Oui, alors, ce sont des expressions courantes contre lesquelles je m'élève. Avant d'arriver à la Bérésina, je voudrais dire que chaque fois qu'il y a un casse raté, on dit une bande de pieds nickelés. Oui. Mais les pieds nickelés, auxquels j'ai consacré un livre d'ailleurs, sont des escrocs de génie. Ce ne sont pas du tout des types qui ratent leur coup. Ils sont merveilleux. Comme je le disais, ce sont des Arsène Lupin. Ben non, Arsène Lupin a réussi parfaitement. Ils sont contemporains, Arsène Lupin et pieds nickelés. Alors revenons à la Bérésina. La Bérésina, théoriquement, devait... C'est une bataille qui devait provoquer l'anéantissement de ce qui restait de la Grande Armée en retraite et notamment capturer Napoléon. Pourquoi ? Parce que dans la retraite, Napoléon arrive devant la Bérésina. Si la Bérésina avait été gelée, on pouvait passer sur le fleuve. Mais là, c'est une eau glacée et il n'y a pas de pont. Tous les ponts ont été coupés. Bref, Napoléon se trouve acculé sur la Bérésina avec ce qui reste de son armée, et donc les forces russes convergeant vers l'endroit où se trouve Napoléon devraient l'anéantir. Mais, d'une part, Napoléon, par une manœuvre habile, a fait croire qu'il allait passer la Bérésina à un autre endroit que celui qui a été choisi, et donc les Russes se sont précipités ailleurs. Ils ne sont pas là immédiatement. Et d'autre part, par le courage des pontonniers, on crée des ponts et Napoléon a le temps de passer. Avec le Berlin. Et avec Berlin, tout ne passe pas. Parce qu'à un moment donné, comme les Russes reviennent, on a fait sauter les ponts et il y avait beaucoup de retardataires. Là, effectivement, l'armée est en train de se décomposer dans la retraite. Et donc, les retardataires, quand on a fait sauter les ponts, ils n'étaient pas encore arrivés. Et donc, il y a eu pas mal de prisonniers.
Mais Napoléon est passé, mais il n'y a pas eu désastre. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que l'amiral, on avait choisi un amiral, les Russes avaient choisi un amiral, l'amiral a été, j'allais dire, limogé, mais le terme serait anachronique, mais a été sibérisé en quelque sorte. Oui. Donc il a été écarté. Donc ça montre bien que ce n'était pas du tout une victoire. Mais il y a quand même eu effectivement des morts. Là encore, je ne voudrais pas que l'on retienne de la Bérésina une image idyllique. Mais surtout, il faut saluer le courage des pontonniers, dont très peu ont survécu, qui, dans l'eau glacée, ont construit ces fameux ponts. Ce qui vous montre qu'il y a aussi, dans les armées napoléoniennes, une logistique remarquable. Ce qui fait que, je dirais que Napoléon est un génie militaire, il n'a qu'une faiblesse, c'est le climat. Alors ça, ce topographe qui a des cartes magnifiques, enfin qui connaît le terrain admirablement, la bataille de Serlitz, tout est fondé sur ce contraste entre le plateau et ce qu'il y a en bas. Il ne réfléchit pas au climat, et lorsqu'il envahit l'Égypte, les soldats qui arrivent ont les mêmes uniformes qui leur avaient servi à passer dans les Alpes, c'est-à-dire qu'ils crèvent de chaleur immédiatement. En Russie, il n'a pas prévu, il n'y a pas de météorologie, il n'a pas prévu, car quand on dit, là encore, voilà encore un cliché, la retraite de Russie, une armée vaincue, mais Napoléon n'a jamais été battu en Russie. Il quitte Moscou, il fait sa retraite de son propre mouvement. C'est pas parce qu'il est vaincu, c'est parce qu'il dit « je ne peux plus rester à Moscou, puisqu'il n'y a pas de négociation, donc il faut que je revienne sur mes bases. Je ne peux pas rester indéfiniment à Moscou. » Donc, mais il se retire plutôt qu'il bat en retraite. Il ne bat pas en retraite parce que ce n'est pas les Russes qui le contraignent à quitter. Et c'est simplement cette retraite où là, ça ne fonctionne plus à cause de l'hiver, à cause du froid, que son armée se décompose. Elle avait déjà été branlée à l'aller, cette fois par la chaleur. Car on voit toujours dans la campagne de Russie le froid. Les glaçons sur la barbe du vétéran. Mais on oublie que l'armée avait déjà été décimée par la chaleur à Smolensk et autres. C'était une chaleur épouvantable. Il y a quand même une chose, effectivement, où Napoléon n'a pas trouvé la parade, c'est l'affaire d'Espagne. Oui. C'est la guerre révolutionnaire. Sur la Russie, Hitler se trompe aussi. Oui. Oui. De la même façon, alors qu'il a davantage de moyens. Oui, et sur la Russie, il ne prévoit pas la réaction des paysans. Il avait pensé, quand il arrive en Russie, que les paysans, il y avait encore de servage. Comme l'armée française, c'était l'armée de la Révolution, celle qui avait aboli la féodalité. Donc, il allait être accueilli avec enthousiasme, ce qui n'a pas été le cas. Il mésestime le sentiment national. Et l'on voit en Espagne qu'il s'enlise sans avoir compris véritablement qu'il ne pouvait pas gagner. Et cette leçon n'a pas été comprise. Pourquoi il ne peut pas gagner ? Parce que d'abord, il ne s'appuie pas sur un gouvernement régulier et populaire, il impose son frère Joseph. Donc il n'a pas de légitimité politique, il n'a pas l'adhésion de la population. D'autre part, il se trouve avoir affaire non pas à une armée russe, autrichienne, prussienne, il a des bandes, c'est la guérilla. On peut anéantir une bande, mais il y en a une autre qui a ressurgi ailleurs. Il est confronté à un terrain montagneux, un terrain qui lui est hostile, que ses troupes ne connaissent pas. Et surtout, il y a, lorsqu'il y a une guerre nationale, un élément qui est déterminant, c'est que les insurgés espagnols étaient constamment alimentés par les Anglais, maîtres de la mer, qui débarquaient des troupes, qui débarquaient du ravitaillement, qui débarquaient de l'armement. Et dans ces conditions, vous ne pouvez pas l'emporter. Vous ne pouviez pas l'emporter en Afghanistan. Vous retrouvez exactement les mêmes choses. Des tribus, vous en ralliez une, vous la détruisez, mais il y a l'autre, etc. Vous avez l'armement qui passe par le Pakistan, base arrière pour les talibans. Vous avez une région montagneuse et vous avez un gouvernement qui n'est pas admis par une grande partie de la population. Je ne irai pas au-delà à propos du Mali, mais vous retrouvez exactement les mêmes éléments. Et on n'a pas trouvé encore la parade.
On l'avait trouvé en Algérie. En Algérie, où l'on casse le FLN par la bataille d'Alger, le FLN intérieur, et où l'on établit des barrages électriques aux frontières de Tunisie et avec le Maroc. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la guerre est gagnée. Seulement, bon, la guerre, si vous gagnez la guerre, ça aurait été le cas, pas en Espagne peut-être, mais en tout cas en Afghanistan ou au Mali, vous avez gagné la guerre, mais ensuite, il y a les suites. C'est-à-dire qu'en Algérie, il fallait maintenir des troupes, il fallait maintenir des barrages, etc. À un moment donné, la guerre coûte cher. Et la guerre peut avoir des conséquences quand elle coûte cher politique. C'est l'appui apporté par les Français à l'indépendance américaine qui a coûté 1 milliard et qui a précipité la chute de Louis XVI. Absolument. On va écouter un texte de Chateaubriand qui s'intitule « De Bonaparte et des Bourbons », non pas les Bourbons, et qui est un pamphlet que Chateaubriand a publié en 1814, mais à l'époque, il n'a pas eu de retentissement, puisqu'il avait eu le 4 avril 1814, les troupes alliées étaient dans Paris, et donc la façon dont il interprète, comme toujours, avec son génie, non pas du christianisme, mais de la littérature, les faits est exagéré quant au retentissement. Mais c'est un portrait féroce. Chateaubriand, qui était un peu quand même avec Bonaparte dans la relation, comment dire, mélange de courtisanerie et de défiance, considérait qu'il remet Napoléon comme une cheminée, Napoléon était la pendule, Madame de Staël lui formait des chandeliers. Ce texte qu'on va discuter présente un Napoléon assez faible du point de vue du caractère. Bonaparte est un faux grand homme. La magnanimité qui fait les héros et les véritables rois lui manque. De là vient qu'on ne cite pas de lui un seul de ces mots qui annoncent Alexandre et César, Henri IV et Louis XIV. La nature le forma sans entrailles. Sa tête assez vaste est l'empire des ténèbres et de la confusion. Toutes les idées, même celles du bien, peuvent y entrer, mais elles en sortent aussitôt. Le trait distinctif de son caractère est une obstination invincible, une volonté de faire, mais seulement pour l'injustice, l'oppression, les systèmes extravagants. Car il abandonne facilement les projets qui pourraient être favorables à la morale, à l'ordre et à la vertu. L'imagination le domine et la raison ne le règle point. Ces desseins ne sont point le fruit de quelque chose de profond et de réfléchi, mais l'effet d'un mouvement subit et d'une résolution soudaine. Mobile comme les hommes de son pays, il a quelque chose de l'histrion, du comédien. Il joue tout jusqu'aux passions, qu'il n'a pas. Il est toujours sur un théâtre. Au Caire, c'est un renégat qui se vante d'avoir détruit la papauté. À Paris, c'est le restaurateur de la religion chrétienne. Tantôt c'est un inspiré, tantôt c'est un philosophe. Ces scènes sont préparées d'avance. Un souverain qui a pu prendre des leçons de Talma afin de paraître dans une attitude royale est jugé pour la postérité. Il veut paraître original, et il n'est presque jamais qu'imitateur, mais ses imitations sont si grossières qu'elles rappellent à l'instant l'objet ou l'action qu'il copie. Il essaie toujours de dire ce qu'il croit un grand mot, ou de faire ce qu'il présume une grande chose. Affectant l'universalité du génie, il parle de finances, de spectacles, de guerre, de mode, règle le sort des rois et celui d'un commis à la barrière, date du Kremlin, un règlement sur les théâtres, et le jour d'une bataille fait arrêter quelques femmes à Paris. Enfant de notre Révolution, il a des ressemblances frappantes avec sa mère. Intempérance de langage, goût de la basse littérature, passion d'écrire dans les journaux. Sous le masque de César et de l'Alexandre, on l'aperçoit l'homme de peu et l'enfant de petite famille. Il méprise souverainement les hommes parce qu'il les juge d'après lui. Sa maxime est qu'ils ne font rien que par intérêt, que la probité même n'est qu'un calcul. De là, le système de fusion qui faisait la base de son gouvernement, employant également le méchant et l'honnête homme, mêlant à dessein le vice et la vertu, et prenant toujours soin de vous placer en opposition à vos principes. Son grand plaisir était de déshonorer la vertu, de souiller les réputations. Il ne vous touchait que pour vous flétrir. Quand il vous avait fait tomber, vous deveniez
son homme, selon son expression vulgaire, vous lui apparteniez par droit de honte. Il vous en aimait un peu moins et vous en méprisait un peu plus. Dans son administration, il voulait qu'on ne connût que les résultats et qu'on ne s'embarrassât jamais des moyens, les masses devant être tout, les individualités rien. Alors Jean Tullard, quelle réaction à ce texte qui est assez médiocre au fond, parce que c'est pas d'une écriture digne de Chateaubriand, c'est un pamphlet violent, trop violent pour un pamphlet. Oui. Et qui arrive même à des excès lorsqu'il dit « Hormis d'avoir remporté des victoires, Bonaparte ne fut pas un grand général. » Il me semble que c'est l'essentiel pour un général de remporter des victoires. Et bien entendu, il compare Bonaparte à Turenne ou à Condé, qu'il exalte, alors que c'est excessif. Chateaubriand en était très fier, il explique qu'avec un courage immense, il avait lancé ce pamphlet alors qu'il ne risquait absolument plus rien. Et qu'il a contribué au retour des Bourbons. Oui, alors que dans le même temps, il y a une œuvre plus élaborée de l'esprit de conquête et de l'usurpation de Benjamin Constant, qui est aussi, mais une œuvre plus théorique, de Benjamin Constant, qui critique également la dictature napoléonienne. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez là, avec de Bonaparte et des Bourbons, naître dans la légende noire de Napoléon, car nous n'avons fait que parler de la légende dorée, et grâce à cette intervention de Chateaubriand, nous voyons apparaître la légende noire, vous y découvrez deux courants. Chateaubriand, c'est celui qui va donner naissance à une légende noire d'extrême droite. La droite déteste Napoléon. Elle le détestera, le symbole en sera Maurras, qui va faire un parallèle entre Jeanne d'Arc, Louis XIV et Napoléon. Ce sera Léon Daudet. Ce sera Jacques Bainville, qui a fait une admirable biographie de Napoléon, mais qui se termine, sauf pour l'art et pour la gloire, il eût mieux valu que Napoléon n'existât pas. Et de l'autre côté, avec Benjamin Constant, vous avez le courant libéral, qui lui est hostile à cause des libertés, de la défense des libertés. Ce courant libéral, vous le retrouverez dans la gauche française, traditionnellement défavorable à Napoléon. Ce qui fait que le créneau laissé à Napoléon, si vous en éliminez une grande partie de la droite et une grande partie de la gauche, est mince, et pourtant, Napoléon est toujours là. Et il faut arriver, parce que Boulanger se voit déjà comme un nouveau Napoléon, d'une certaine façon. Mais il a peur à cause du coup d'État du 2 décembre, il veut revenir au pouvoir légalement. Donc c'est un fantôme qui l'agite terriblement. Et après les élections de 1886, je crois, il refuse le coup d'État, alors que le palais Bourbon était à sa merci. Oui, cette légende. Alors, ce que vous venez de dire est très juste, car, je vous dis, il reste un créneau. Nous avons donc l'extrême droite qui est légitimiste. Il ne peut y avoir qu'un monarque. Quand je parle de la droite, c'est la droite monarchique, évidemment. Il ne peut y avoir qu'un monarque et Bonaparte est un usurpateur. Et puis, à gauche, c'est la défense des libertés. Mais il y a, dans les périodes de crise, la nécessité de s'inventer un sauveur. Il faut un sauveur, et donc Bonaparte est, au 18 Brumaire, le premier de ces sauveurs, alors qu'il n'y a plus de monarchie. Et donc, on invente Bonaparte, la bourgeoisie invente Bonaparte, et ensuite vont se succéder une suite de sauveurs. Ce sera Louis-Napoléon Bonaparte face aux événements de juin 48, c'est-à-dire ce soulèvement ouvrier. Ce sera, vous l'avez dit, Boulanger. Ce sera, en 1940, Pétain qui apparaît comme un sauveur. Qu'on aime ou n'aime pas Pétain, il faut bien dire qu'il a rencontré à ce moment-là une large adhésion. Ce sera en 1958, De Gaulle, quand la 4e République agonise. Et chaque fois, il y a, quand De Gaulle commence à fléchir, il y a un Pompidou qui est prêt. Bref, chaque fois, il y a quelqu'un dont on attend qu'il sauve la France. Oui, dans le cas de Boulanger, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se prétend être monk, c'est-à-dire le rétablisseur de la monarchie qui est divisée à l'époque. Même si le comte de Paris, selon la fusion intervenue en 83, celui qui est le prétendant, il pense rétablir
le roi sur le trône en faveur d'une monarchie qui serait une monarchie républicaine, avec donc une constitution nouvelle. Et donc il sert d'intermédiaire, je veux dire, qui serait celui qui permettrait le retour d'une monarchie moderne. C'est une variante, oui, effectivement. Vous avez évoqué Monk, qui, par la Révolution anglaise, restaure Charles II, et ça a hanté les esprits. Cette Révolution anglaise, à partir de 1789, elle hante les esprits. D'ailleurs, Guizot va écrire, avec un grand succès, l'histoire de la Révolution anglaise. Donc, on attendait de Bonaparte, Louis XVIII attendait de Bonaparte une restauration de la monarchie. Et c'est très ambigu. Jusqu'à la victoire de Marengo, on ne sait pas très bien comment va tourner le régime. Et il n'y a pas Bonaparte n'aura de légitimité, du moins croira avoir une légitimité, avec le sacre. Mais avant le sacre, il n'est qu'un général Boulanger qui, à tout moment, aurait pu restaurer la monarchie. Et de la même façon, le général de Gaulle est vu par le comte de Paris comme étant possiblement quelqu'un qui restaure la monarchie, une monarchie républicaine naturellement. Est-ce sincère? J'ai publié chez Fayard leur correspondance à la demande, à la fois de l'amiral de Gaulle et du comte de Paris. Et donc j'ai publié, on a les échanges, etc. Effectivement, c'est quand même un petit peu flou. Il n'y a pas... J'ai travaillé un peu sur ce sujet. Je crois qu'il y a eu une tentation du général de Gaulle qui était en fait une manière d'expérimenter ce que serait l'élection du président de la République au suffrage universel, pour assurer la continuité et faire en sorte qu'il y ait une dynastie républicaine monarchique, ce qui est quand même un paradoxe, mais au fond, la Cinquième République, c'est une monarchie présidentielle. Oui, l'Espagne était là. L'exemple de l'Espagne, avec Franco rétablissant le monarque espagnol, donc c'était possible, ça a été en Espagne, parce qu'on sortait d'une guerre civile épouvantable. En France, je ne sais pas. L'armée ennemie est en pleine débandade. L'empereur achève son but en bombardant les étangs gelés. Il rompt la glace et 20 000 Russes sont précipités sous l'eau. Quelle heure? 5 heures. Sire, la défaite des ennemis est complète. Messieurs, la bataille est gagnée. En 5 heures, nous avons vaincu l'Europe. La garde impériale russe est écrasée, la cavalerie autrichienne fuit au-delà d'Austerlitz et la colonne de Kolovrat est anéantie dans les étangs. Écrivez. Vous tous et mes soldats avez surpassé mon attente. Je suis fier de vous. Napoléon pense à ses morts, à ceux qui ne reverront plus la France et dont il faut secourir les familles. L'État adopte tous les enfants des Français tués à Austerlitz. L'enthousiasme s'empare de l'armée française tout entière, fière de son chef et de sa patrie. Regardez ici, ces feux de joie et l'enthousiasme de vos soldats. Majesté, si vous donniez l'ordre de jouer la Marseillaise, il y a bientôt 3 ans. Ce soir, oui. Elle est de circonstance. Les États, Berthier. Nous n'avons eu que 2000 soldats hors de combat. L'ennemi laisse 15 000 tués, 30 000 prisonniers, 186 pièces de canon qui partent pour la France, là-bas. Jamais le monde ne connut victoire comparable. Libérez les prisonniers. Je ne veux avoir devant moi que des hommes libres. On construira un pont à Paris qui portera le nom d'Austerlitz. Et 2 arcs de triomphe. L'un à la place du Carrousel. L'autre en haut des Champs-Élysées. Et avec la fonte de ces canons, on érigera pour mon retour à Paris une colonne de bronze. À quel endroit, sire? Place Vendôme. C'était les lundis de l'histoire présentés aujourd'hui par Philippe Levillain, avec Jean Tullard pour la publication de son dernier livre Napoléon, chef de guerre, édition Talendier. Le texte était lu par Jean-Pierre Leroux.
La prise de son de Jean-Michel Bernot, la réalisation de Ghislaine David. La semaine prochaine, les lundis d'histoire seront présentés par Jacques Le Goff. Dans quelques instants, C'est pas la peine de crier par Marie Richeux. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous.